Actu 7. Actu 7, tous les samedis de 8h à 9h, le condensé de l'actualité sur la 90.9. Invités, analyses, commentaires, décryptage. Actu 7, le moment fort des événements marquant les 7 derniers jours de la semaine. Deuxième partie, c'est avec Joachim Agbeti, journaliste sur Victoire FM à Lomé. Bonjour Joachim. Bonjour mon cher ami et bonjour donc à tous les auditeurs qui sont bien branchés sur votre radio ici. Je crois la 90.9, voilà. C'est ça? D'accord. Comment vous vous portez? Bien, on ne se plaint pas, on se porte à merveille par la grâce de Dieu. Je l'espère également pour tous ceux-là qui sont du côté de l'hôpital ici, à qui nous souhaitons donc un prompt rétablissement. Voilà, bienvenue dans Actu 7. Nous allons commenter un peu l'actualité. Les organisations de la société civile retrouvent les rues de Lomé, une marche pour la réouverture de LCF et City FM, alors que le personnel même de ces organes se désolidarise de cette marche. Votre impression sur le sujet? Oui, tout d'abord, je dois signaler que tout de suite, avant de venir ici dans ce studio, j'ai eu quand même à avoir les responsables des organisations de la société civile qui sont devant donc, de ces manifestations, disons, de la manifestation de ce samedi 25 février. Et puis, ils m'ont rassuré que voilà, tout se met en place et les gens commencent déjà par faire le pas vers la devanture donc, du siège du groupe Sud Média, autrement dit, le siège de LCF et City FM. Maintenant, par rapport à la problématique elle-même, je dois ici dire que l'un s'en faut de s'en prendre donc, au personnel de ces deux organes. Mais la réalité, c'est que le personnel se soit désolidarisé de la manifestation ou pas, cette manifestation a sa raison d'être. Et je m'explique. Cette manifestation a sa raison d'être étant donné que c'est donc la liberté de presse et d'expression qui est en jeu ici. Alors, vous devez constater que nous étions en 2004 et quand le Togo avait souscrit aux 22 engagements le 14 avril 2004, à cette époque, le ministre Pitang Tchala était ministre de la communication, aujourd'hui président de la HAC. C'est lui qui avait fait feu de tout bois et puis il y avait quand même des résistances pas possibles au temps du feu général Eyadema, mais celui-ci a été très téméraire et puis finalement le chef de l'État d'alors ou le président d'alors a dû consentir un certain nombre de choses et faire des concessions comme je dois ce qu'il faut préciser que on dépénalise le délit de presse et c'est le Togo qui a donné le ton en la matière. Aujourd'hui, cela est envié. L'acteur l'a dit tout à l'heure, un confrère l'a dit tout à l'heure. Et donc, venir aujourd'hui et mettre le pied dans les plats. Également, faire en sorte que cette liberté de presse soit encore remise en cause, c'est là où se pose le problème. Donc, les organisations de la société civile se sentant interpellées, et c'est leur raison d'ailleurs, donc, ils ont le plein droit de manifester. Que le personnel soit associé ou pas, les organisations de la société civile sont en parfaite raison de pouvoir se mobiliser dans la rue afin de sauver ce qui constitue déjà un acquis en matière d'état de droit. Parce que vous êtes sans savoir que dans beaucoup de pays que nous envions aujourd'hui et que nous citons en référence comme État démocratique, etc., c'est des pays qui ont fait leur preuve avec l'accompagnement de la presse qui constitue le quatrième pouvoir. Est-ce que tout ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis avec Donald Trump, est-ce qu'on peut se permettre de museler la presse? Il a reconnu lors de la conférence de presse de l'autre jeudi, il disait quand même que c'est la presse qui est en train de ventiler des informations fausses le concernant dans son compte. Mais est-ce qu'il a quand même demandé aux institutions américaines de pouvoir museler quelque presse que ce soit? Nous ne sommes pas dans le même schéma ici au Togo. Cependant, la liberté de presse est en danger, est menacée
il faut faire tout pour pouvoir sauver les meubles. On était ici, on avait fermé les gens X Solaire, les gens d'FM. Aujourd'hui, c'est le tour de LCF. Et je vous rappelle quand même la radio sur laquelle moi j'interviens. Nous étions le 24 janvier 2007. J'étais là, on avait fermé la radio pour des questions relatives au football. Et puis finalement, puisqu'on était de retour de Wangen en Allemagne où le Togo a pris par la Coupe du Monde, alors on était fermé pour un mois, pour 2 semaines autant pour moi, du 24 janvier au 9 février. Mais rien n'avait été fait. Mais si on laisse cela perdurer, demain, ne soyez pas étonnés que les gens viennent ou les bourreaux de la liberté de presse viennent dire qu'il faut fermer Mokoko. C'est ce qu'on ne veut plus. Et voilà pourquoi les gens sont. Il faut marcher. Et maintenant, est-ce que comprenez-vous pourquoi le personnel, lui, ne veut pas marcher? Et au niveau du personnel, je crois que c'est une gaffe. Pour ne pas dire une erreur, ce n'est même pas une maladresse, c'est une gaffe. Ils disent préférer les discussions de couloir. Oui, discussion de couloir. Quel genre de discussion ne fait-on pas dans notre pays, le Togo? Ils n'ont qu'à aller se renseigner auprès des acteurs politiques, voir. Aujourd'hui, l'ANC est en train de crier à tue-tête qu'il faut coûte que coûte revenir sur l'accord politique global. Maître Agboibo, président national du CAR, soutient également qu'il faut ouvrir un dialogue structuré toujours en relation avec l'APG. Ce qui voudra dire des discussions, il y en avait eu. Et on était parvenu à un accord. Mais ça n'a jamais abouti. La mise en œuvre pose toujours problème. Et eux, ils pensent qu'aujourd'hui, c'est les discussions de couloir. Et depuis qu'on commence par incriminer le bruit courant commun, ces deux chaînes, oui, depuis le civil. Bon, non, disons depuis 2012, ça a commencé que LCF n'est pas assise sur de bonnes bases avant son installation. En ce moment, le promoteur, donc aujourd'hui que nous connaissons très bien, M. Pascal Boudouna, à ce moment, il était déjà en disgrâce avec le régime en place. C'est pourquoi ça a commencé. Maintenant, si eux ils trouvent que c'est les discussions de couloir, les négociations, la diplomatie de couloir qui vont porter, de toute façon, je suis un saint Thomas. Peut-être que les jours prochains nous le dirons. Sur 25 février, la marche doit chuter au siège de la HAC selon les organisateurs. Est-ce que ça ne met pas un peu d'électricité dans l'air, puisque la HAC enfin, les autorités ont toujours refusé l'accès donc au siège de la HAC? Oui, en réalité, craindre l'électricité en l'air, je ne le pense pas. Mais au Togo, tout est possible. Au Togo, tout est possible. Mais j'ose croire quand même que avec l'esprit d'ouverture, l'esprit de dialogue, l'esprit de concertation que M. Yark, le colonel Yark, ministre de la Sécurité, est en train d'imprimer aujourd'hui aux mécanismes et aux stratégies de maintien de l'ordre public, alors je pense que on n'en arriverait pas jusque-là. Mais si on franchit ce Rubicon-là, je pense que ce serait aussi une petite fatalité pour le pays, puisque nous sommes dans la dynamique de pouvoir gagner le prix compact ou bien accéder au seuil compact de Millennium Challenge Corporation, le MCC. Alors, les Américains s'en tiennent véritablement à la protection de la paix sociale. Également, ils s'en tiennent tellement, plutôt au niveau, à ce qui concerne la liberté de presse et d'expression également. Alors si aujourd'hui les Américains saluent le Togo, les efforts fournis, que au moins ils sont au niveau de threshold qui équivaut à pratiquement 200 milliards de francs CFA gratuitement du contribuable américain, et on pense aujourd'hui à aller à 400 milliards de francs gratuitement, ou bien voire même plus. Alors je pense que le Togo ne va pas s'offrir à ce mauvais spectacle aujourd'hui. Sinon c'est l'image du Togo qui sera en jeu. Oui, c'est l'image du Togo qui sera en jeu, mais toujours est-il que il faut rappeler aussi que j'ai pris part aux manifestations qui ont eu lieu les 14, 15 et 16, sauf le 15, je n'étais pas, mais quand même le 16, le premier jour, le dernier jour, j'étais donc aux marches. Il faut voir au niveau de l'Oméga, le carrefour, pour ceux qui le maîtrisent ou le connaissent très bien. Alors, pour aller vers Odef de Djidjolé, la voie pavée qui va vers Djidjolé, vraiment c'est des camions qui sont positionnés là-bas avec des hommes en treillis véritablement pas cagoulés, mais ils ont porté des armements, des choses qui peuvent les protéger. C'est pour dissuader. Mais dans le rayon, tout le rayon là-bas avec le petit camp qui est au niveau de la bretelle de Kikamé, mais il fallait voir le dispositif sécuritaire. Et je me suis posé la question de savoir, c'est pour la simple marche de réouverture ou bien le pays est attaqué? Mais la question que je me suis posée, est-ce que le pays est attaqué par des terroristes ou bien par qui? Mais finalement, je pense qu'aujourd'hui, il va falloir que les autorités soient un peu plus relaxes et flexibles
on va manifester pacifiquement, tout comme les dernières fois, pour aller chuter au siège de la RAC et remettre simplement la déclaration liminaire. Est-ce que ça pose problème? En principe, non. En principe, non. Peut-être que ça pose problème à Pitan Tchala. Non, mais si ça doit poser problème à Pitan Tchala, je ne le vois pas ainsi. Mais ce que je dois dire à M. Pitan Tchala, c'est qu'il est aujourd'hui le président de la RAC. Il faudrait véritablement qu'il imprime une autre dynamique à cette institution, mais pas négativement. Alors, qu'est-ce qu'il doit faire? Aujourd'hui, on dit LCF et City FM n'ont pas reçu d'autorisation officielle avant le démarrage des activités en février 2007. Mais quand M. Boudjona Pascal, qui est le promoteur de ces organes, si je dois le dire ainsi, était aux affaires, alors ces organes étaient au niveau de la présidence. Comme média privé, je ne sais pas. Et puis, couvrait toutes les activités du chef de l'État au niveau de la présidence. Ce média était également présent au niveau de la primature pour couvrir les activités des officiels. Mais aujourd'hui que Pascal Boudjona est en disgrâce avec le régime en place, alors on pense que c'est une persona non grata et il faut carrément le coincer. C'est un règlement des comptes. Règlement de compte, d'aucuns l'ont supposé, mais quand même aujourd'hui, je pense que M. Pitan Tchala doit rentrer dans l'histoire et faire tout pour qu'on puisse sauver les meubles, comme je l'avais dit entre-temps, et ne pas du tout rester camper sur le terrain de bras de fer jusqu'à ce qu'on finisse par dire que voilà, il est devenu le prédateur de la presse. Voilà, restons au niveau de la presse. Deuxième agression du confrère Robert Avoto. Comprenez-vous ce que l'on reproche aux journalistes ou bien cet acharnement, si on doit l'appeler comme ça, puisque ça fait 2 fois de suite qu'il a été agressé. Ce que les gendarmes oublient, ce que les policiers oublient, ce que les militaires, disons les hommes en uniforme oublient, c'est que chaque fois quand ils ont des problèmes, ils s'en remettent toujours à la presse. Ils se confient toujours à la presse, aux médias, afin de pouvoir dénoncer les cas de violation de leurs droits. Et c'est de bonne guerre. Mais aujourd'hui, que ces organes-là, disons ces entités s'en prennent aux médias ou aux journalistes, de toute façon, je ne maîtrise pas si eux-mêmes, ils mesurent l'ampleur des actes qu'ils posent. Le cas Robert Avoto, que je connais très bien, c'est un confrère très taciturne qui ne parle pas beaucoup. Il est très discret. Alors, ces derniers étaient partis sur un terrain où on démolissait. C'est un problème de litige foncier. Voilà. Et notre confrère a brandi quand même sa carte professionnelle. Il a également brandi, en tout cas, il avait arboré le gilet, signifiant clairement que c'est un journaliste. Cependant, on l'a menotté, on l'a violenté, et il a eu quand même beaucoup de choses sur son corps, et finalement, on l'a encore menotté au niveau de la gendarmerie. Et le confrère, quand nous l'avions interviewé récemment, il disait qu'il avait envie d'uriner. Et son tortionnaire lui disait que, tiens, si tu as envie d'uriner, vas-y et fais-le. Ça, c'est de la torture. Ça, c'est de la torture pure et dure. Yad Damran promet punir les auteurs. Ce sont des gens connus, ce sont des gens connus. Et on l'a cité. Je crois, le journaliste lui-même, il avait cité un certain Romadon qui se trouvait au niveau de la gendarmerie de Sanguera. Et également le responsable. Il a pu identifier, bien évidemment. Et également celui qui est le responsable de la gendarmerie de Sabado, au niveau d'Aplao là-bas. Bon, je pense que comme le ministre l'a dit, lui-même, il avait dit clairement la dernière fois que c'est des gens facilement identifiables. Et lui ne tolérerait jamais cela. Il va quand même les identifier clairement et les sanctionner. Et quand on parle de sanctions vis-à-vis des hommes en uniforme, je pense que même ils comprennent très bien. Mais moi, ce serait un peu trop simple de nous dire qu'on va les sanctionner et puis ce serait fini. Mais il faut quand même aller au-delà. Aujourd'hui, la torture est punie par le code pénal. Le nouveau code pénal. Alors, il faut véritablement que ces messieurs répondent devant la loi pour actes posés. Si c'était leur cas, nous serons également au devant pour les dénoncer afin que justice soit rendue. On se rappelle bien le cas Kpatcha-Gnassingbé, l'affaire Kpatcha-Gnassingbé. C'est des gendarmes qui avaient été torturés. Est-ce que la presse s'était désolidarisée d'eux pour pouvoir dénoncer les cas de violation de leurs droits? Jusqu'à aujourd'hui, ils sont toujours là. Ceux qui se sont regroupés au sein de ASVITO, l'association des victimes de la torture au Togo, ce sont la majorité des gendarmes, des policiers, des gens qui étaient des hommes en treillis, qui étaient moulés
peut-être oui ou non dans cette affaire d'atteinte à la sûreté de l'État. Donc je pense qu'il faudrait que les forces de l'ordre, les forces de sécurité, les forces de défense puissent savoir raison garder. Et quand il s'agit de journalistes, chacun fait son petit métier. Voilà. Il faut que tout le monde se respecte. Voilà, Joachim, alors au Parlement, pourquoi les travaux de l'hémicycle ne sont pas en direct sur la chaîne nationale comme le veut la Constitution togolaise? Oui, c'est une disposition constitutionnelle qui prévoit cela pour que toutes les séances, les plénières et surtout les interpellations au niveau de l'Assemblée nationale puissent être retransmises en direct. Alors aujourd'hui, la TVT ne pourra plus nous dire qu'elle n'a plus de moyens techniques. Tout l'appareil qu'ils ont, quand il était question du sommet de la sécurité maritime, alors ils avaient tout le nécessaire afin de bien travailler ou de travailler dans des conditions optimales. Mais est-ce que c'est une mauvaise volonté? Justement, puisque... je ne saurais le dire avec beaucoup plus de précision. Cependant, ça donne l'impression. Parce que le ministère de la Sécurité a dit, selon Maître Isabelle Amégambi, lors de la conférence de la presse la dernière fois, que le ministre a dit, nous avons tout le dispositif aujourd'hui pour retransmettre en direct. On s'en souvient bien, lors de la législature de 2007-2012, alors quand El Hadj Abass Bonfou était président de l'Assemblée nationale, toutes les séances qui ont eu lieu au niveau de l'hémicycle sont retransmises les samedis. Samedi matin à partir de 9h. Toute l'intégralité et toutes les questions posées, etc., tout était retransmis en direct. Ça veut dire qu'ils le faisaient au moins en différé. Mais quand vous prenez, je ne sais pas si les gens captent Ghana Television ici, la DTV, mais quand vous captez cette télévision, moi je la capte simplement à Lomé, alors vous suivez ce qui se passe au Parlement ghanéen. Non, mais c'est fabuleux. Et c'est en direct. Et c'est en direct. Vous allez voir, mais quand les gens sont interpellés à ce niveau, eux, ils interpellent même les directeurs de société, etc., même les ministres. Et quand ceux-là viennent, il faut voir comment les questions leur sont flanquées. Et chacun est obligé de répondre convenablement et satisfait avec toutes les statistiques, les données, les chiffres à l'appui. Mais au Togo, bon, les gens s'en moquent. L'exemple partant, la ministre chargée des télécommunications, disons de l'économie numérique, Madame Sina Lawson, ah mais tiens, elle se moque du Parlement. À loisir, on l'a convoquée à plusieurs reprises, mais celle-ci n'a daigné venir répondre favorablement à la convocation des parlementaires. Alors que nul n'est censé être au-dessus de la loi. Et elle maîtrise aussi la loi. Alors, pourquoi les gens se moquent des élus du peuple? C'est pour dire qu'à un moment donné, il y a un laxisme. À un niveau donné, il y a un laisser-aller. Et les gens pensent que quand moi je suis ministre, je suis au-dessus de l'institution constitutionnelle, l'institution prévue par la Constitution. Alors qu'on parle d'un état de droit. Alors qu'on parle d'un état de droit. Donc chacun aujourd'hui, je crois, le chef de l'État, certainement, il n'est pas si dirigeant ou bien il ne fait pas les choses avec beaucoup plus de diligence à son niveau, mais certainement que les uns les autres seront mis au pas et chacun va quand même remplir comme cela se doit ses responsabilités. Autre sujet, Joachim, les enseignants déçus des discussions du groupe de travail du chef du gouvernement ont renoué avec la grève cette semaine. C'est devenu une habitude sur la terre de nos aïeux. Une habitude sur la terre de nos aïeux, vraiment. Vous avez trouvé la locution juste. Il faut dire que je tombe des nues quand nous remarquons que depuis qu'on a voté le statut général de la fonction publique le 31 décembre 2012 et que le 13 janvier 2013 et que quelques jours après la STT était née, la synergie des travailleurs du Togo, avec tous les remous que cela a créé, beaucoup de mouvements, de grogne sociale. Et pas attendre parce que, mon cher ami, vous savez, au jour le jour, à chaque fois que nous quittons un jour pour aller à un autre, sachez bien que nous vieillissons et nous rapprochons de la mort. Donc c'est une question de temps. C'est une question de temps, il faut jouer contre le temps. Combien d'années reste-t-il encore pour les gens avant d'être admis à la retraite? Il faut penser à cela. En train de nous exprimer peut-être dans la langue de Molière ou de Shakespeare, je pense bien que
c'est un enseignant qui nous a tenus quelque part, y compris le chef de l'État, y compris l'armée, y compris les ministres, tout le monde. Alors, nous devons aider les enseignants afin que leurs conditions de vie soient beaucoup plus reluisantes. Mais si les enseignants ont remarqué qu'il y a du dilatoire qui se fait au niveau du gouvernement, et puis on ne veut même pas tenir compte de leurs préoccupations. La dernière fois, M. Moussa Komla, qui est un responsable syndical, qui sont faites. On dit on ne va même pas relever les notes sur les bulletins. Mais finalement, on va où? Mais l'année ne sera pas blanche, selon le gouvernement. Il faut rapidement trouver solution à ce problème. Voilà, donc moi je pense que c'est du dilatoire et aussi le laxisme, le laisser aller et l'indifférence vis-à-vis donc du monde de l'éducation. C'est vrai, on nous dit le plus souvent que le secteur de l'éducation connaît une amélioration. Il y a eu les situations ont bougé au niveau des enseignants en matière de leur paye, leur mensualité et tout. Mais ça ne suffit pas. Il faut quand même que le cadre de travail et les conditions dans lesquelles les gens travaillent, tout cela soit amélioré et qu'eux-mêmes, ils vivent décemment afin de pouvoir être productifs dans le pays. Voilà. Les volontaires, eux, veulent s'exercer dans la fonction publique après 5 ans de mission. C'est possible selon vous? Je vais encore revenir sur cet aspect. Je l'avais dit tout à l'heure, gouverner, c'est prévoir. Il y a 5 ans, Madame Victoire Tominga Dogbe, ministre du Développement à la base, aujourd'hui chargée de la jeunesse et de l'emploi des jeunes, avait dit que le sous-emploi était donc en ascension dans le pays et il faudrait nécessairement trouver solution au problème de sous-emploi et au problème de chômage. Maintenant, ils ont quand même attaqué le chômage. Et voilà, ils ont enrôlé près de 11 000 jeunes dans le système de volontariat national. Alors, les premières et deuxièmes vagues viennent de boucler leurs 5 ans. C'est-à-dire, c'est 1 an renouvelable 4 ou 5 fois. Et ça dépend de comment le volontaire national, lui aussi, il est productif dans l'entreprise ou dans la société qu'il a engagée. Alors, quand l'État dit qu'au bout des 5 ans, vous avez acquis des expériences professionnelles, et maintenant, vous avez été productif. Vous avez contribué à ceci ou à cela. Et alors, la situation d'antan dans laquelle vous étiez, et puis grâce à ce programme de Provonat ou bien de ANVT, vous êtes aujourd'hui en train de joindre les deux bouts. Et on vous dit, c'est fini, vous ne pouvez plus toucher à rien. Alors vous retournez encore à la case départ. Mon cher ami, ça doit être très difficile. Et je comprends à juste titre le mécontentement des 360 volontaires qui la dernière fois étaient face à la presse en disant quand même que ce n'est pas admissible que l'on puisse travailler et qu'à un moment donné, ils se retrouvent encore dans le chômage. Et voilà, ils interpellent le chef de l'État à rapidement trouver. Je sais bien qu'en octobre 2016, plus précisément le 26 octobre, si j'ai bonne mémoire, au cours d'un conseil des ministres, le chef de l'État, disons, il était annoncé qu'une stratégie ou un mécanisme exceptionnel sera trouvé donc à ces volontaires qui sont en fin de mission, qui bouclent les 5 ans, afin qu'ils ne soient pas délaissés pour compte. Mais ça traîne. De 2016 jusqu'à aujourd'hui, octobre 2016 jusqu'à aujourd'hui, c'est des mois. Alors il faut faire vite pour pouvoir lutter contre le chômage ambiant. Parce que, entre-temps, ils avaient dit qu'une enquête Cube avait justifié que la pauvreté est en réduction dans le pays et également le taux de chômage est en régression dans le pays. Ça veut dire que ce ne sont pas des chiffres exacts. Ce ne sont pas des chiffres exacts, ça nous l'avons dit à plusieurs reprises et à tout d'ailleurs. On s'est dit, mais où est-ce que les gens là ont fait les enquêtes? C'est vrai, l'enquête a été réalisée sur 2400 ménages. Mais quels étaient les ménages? Et on nous a dit dans les couloirs que quand il y a un ménage et dans ce ménage-là, il y a un poste téléviseur, il y a une radio, il y a un téléphone. Ça voudra dire que la personne n'est plus pauvre. Si vous êtes pauvre, vous ne pouvez pas avoir un poste téléviseur. Mais quand même, mon enfant peut m'offrir un poste téléviseur. Un ami qui en partance peut-être peut toutefois m'offrir un poste téléviseur juste pour que moi aussi je puisse faire des activités ludiques ou carrément me distraire un tout petit peu.
Mais bon, malheureusement, c'est ce à quoi nous assistons aujourd'hui. Je pense qu'il faudrait quand même que les gens soient sincères dans le travail qu'ils sont en train de faire et surtout être sincères dans la mission à eux assignée, peut-être par le gouvernement ou bien par le chef de l'État. Nous allons parler de la participation du Togo à la CAN 2017. La commission de mobilisation des fonds rendus publics, c'est peut-être bon pour le moral, Togo. Bon pour le moral, oui, mieux vaut tard que jamais. Et c'est bien cette fois-ci, la commission de mobilisation a pu rendre compte un peu plus tôt et c'est bien, c'est une initiative à saluer, M. Germain Meba. Je tiens ici à le féliciter quand même pour cette promptitude, mais quand même moi, la dernière fois, le mercredi dernier, à la CCIT, j'étais resté sur ma soif. Il faut préciser que j'attendais aussitôt le comité de mobilisation, le comité général, c'est le grand comité qui a pu mobiliser les fonds. Lorsque ce comité a donné les chiffres ou disons le montant contribué par chaque entité, il fallait automatiquement que le comité de gestion des fonds puisse aussi nous faire le compte de ce qui a été en même temps. De faire le compte, de rendre compte de ce qui a les montants utilisés, les montants dépensés, les dépenses consenties au niveau donc du Gabon, tout ce qui a été fait. Et on nous dit que bon, ils n'ont pas encore rassemblé toutes les factures, tous les papiers, tous les documents nécessaires, mais ce sera fait, chose faite incessamment. Et nous attendons de voir. Mais moi, je sais bien que cette fois-ci, rien ne sera encore gardé dans les tiroirs. Les choses seront tirées au clair. Vous êtes pour optimiste. Le bien-être. Je suis optimiste, ça. Cette fois-ci. Nous n'avons plus tellement de temps. Je sais que nous allons peut-être parler de la langue maternelle. Vous parlez peut-être bien votre langue maternelle. Puisque le 21 février dernier a été célébré la journée mondiale de la langue maternelle. Wachimeni. Et il faut quelques mots peut-être à Wati. Non, Wachimeni. Est-ce qu'aujourd'hui le problème se pose dans notre éducation? Il faudrait qu'on enseigne nos langues maternelles à nos élèves. Je ne sais pas si vous avez une fois été à Dakar. Non, pas encore. Ah, d'accord. Mais, plaise à Dieu, bientôt vous ferez le tour de cette région. Vous allez remarquer que c'est comme si le Wolof est une langue officielle dans ce pays. Oh, la langue officielle. Mais moi, quand je suis les chaînes sénégalaises, c'est leur langue. C'est leur langue. Même le président de la République s'adresse à la nation dans la langue nationale. Et je me suis dit, mais on est où? C'est dans quel pays? Pourquoi le chef de l'État? Alors, est-ce que c'est la langue que tout le monde parle dans le pays ou bien il privilégie une ethnie au détriment des autres? Mais finalement, on m'a fait comprendre que c'est la langue que tout le monde maîtrise dans le pays. Bien qu'il y a d'autres dialectes, d'autres communautés, mais quand même, c'est l'ethnie dominante. Et donc, tout le monde est censé maîtriser le Wolof. Alors, au Togo, la dernière fois, je me rappelle bien, c'était à Palimé lors de la campagne présidentielle 2015. Et le chef de l'État, les gens l'ont obligé à s'exprimer un tout petit peu en Mina ou en Évé. Alors, c'est là il a dit... Il est Kabier. Il est Kabier, il est mi-Kabier, mi-Évé. Voilà, puisque sa maman vient de la région de Palimé et son papa vient de Pia. Alors, là, sa langue maternelle serait Évé, peut-être. Sa langue maternelle, normalement, serait Évé. Ah oui. Mais la langue de son papa, c'est Kabier. Il maîtrise parfaitement le Kabier quand même. C'est là il a lâché simplement Nyanto Minyambe Nyemtem Ponampo Soubor. Oui, c'est tout le mot que le chef de l'État avait lâché. Mais quand même, je pense que c'est important que les parents aujourd'hui commencent par apprendre la langue maternelle à leurs enfants. Ce faisant, l'enfant va maîtriser les réalités même de son pays ou de son ethnie, de sa culture, avant de pouvoir commencer par acquérir les connaissances livresques qui sont dispensées à travers les langues étrangères que nous apprenons, qui constituent les langues des colons. Voilà. Et Joachim et Abeti, nous sommes arrivés à la fin. Peut-être un dernier mot. Le mot de la fin que je vais peut-être placer, c'est que il faudrait que le chef de l'État lui-même prenne maintenant à bras le corps le problème des enseignants pour que nos frères ne puissent plus descendre dans les rues et crier « Aouti Tchaniela, Aouti Tchaniela ». C'est ce à quoi nous avons assisté l'année dernière. Et aussi pour le cas LCF, rien ne peut se faire aujourd'hui sans les médias. Il faut qu'on trouve une solution pour réouvrir ces deux organes fermés. Ce sera votre dernier mot. Merci beaucoup, Joachim Abeti. Vous êtes journaliste sur Radio Victoire à Lomé. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci également à Joseph Oumou qui a assuré la mise en onde. Merci à toutes et à tous. Appelez-moi Jean-Marie Gonsalves. La rediffusion, c'est demain dimanche à partir de 20h. À la prochaine.